Bienvenue dans le débat de France 24. Les Nations Unies se prononcent ce mardi sur la reconduction des sanctions prises contre le Mali. Une résolution doit être soumise aux 15 membres du Conseil de sécurité. Toute la question est de savoir si la Russie et la Chine feront valoir leur droit de veto. La CEDEAO, en revanche, levait cet été les restrictions imposées à Bamako, s'appuyant sur l'engagement pris par le pouvoir en place d'organiser des élections en février 2024. Le colonel Assimi Goïta tiendra-t-il sa promesse? Le pouvoir sera-t-il vraiment remis aux civils? Lorsqu'il s'imposait par la force en août 2020, le militaire promettait de gagner la guerre contre le djihadisme, sauf que la réalité est tout autre aujourd'hui. La menace terroriste s'étend même dans la sous-région, même titre que l'influence russe de plus en plus grandissante. Nos invités ce soir sont avec moi en plateau. Bonsoir à vous. Niagale Bagayoko, vous êtes présidente de l'African Security Sector Network et l'auteur de cet ouvrage, Le multilatéralisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne. Bienvenue sur France 24. À vos côtés, Seydi Kaba, journaliste et écrivain. Vous êtes l'auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, un ouvrage publié en mars 2022 aux éditions Impact. Et puis à ma gauche, le général Dominique Trinquant. Bonsoir à vous. Ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Bienvenue sur le plateau de France 24. Et puis à distance depuis Bamako par Skype, Thiambel Gimbayara. Bonsoir à vous. Vous êtes journaliste et vous êtes le directeur de la publication La Voix du Mali. Vous êtes à distance, mais vous prenez la parole quand vous le souhaitez. Merci d'avoir également accepté l'invitation de France 24. Merci à tous les quatre. Et puis vous, chers téléspectateurs, je vous invite vivement à réagir parce que c'est aussi votre débat via les réseaux sociaux avec ce hashtag débat France 24. On va lancer ce débat d'abord en allant retrouver Fanny Chauvin, la correspondante de France 24 à New York, parce que c'est à New York que le Conseil de sécurité, évidemment, des Nations Unies va se réunir tout à l'heure à 21h, heure de Paris, pour se prononcer, donc, Fanny, sur la reconduction ou pas des sanctions prises à l'encontre de la junte au pouvoir au Mali depuis août 2020. Effectivement, le Conseil de sécurité s'apprête à renouveler un ensemble de sanctions pour une durée d'1 an supplémentaire. Parmi ces sanctions, on retrouve le gel d'avoirs ou encore l'interdiction de voyager pour certains individus, notamment ceux qui s'opposent au processus démocratique. Il y a 1 an, cet ensemble de sanctions a été voté à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, le contexte a changé. Le régime malien a évoqué de possibles élections présidentielles en février 2024. La CEDEAO a levé ses propres sanctions. Mais surtout, la Chine et la Russie sont devenus des partenaires majeurs de Bamako. On sait que des paramilitaires du groupe Wagner mènent des missions au Mali justifiées comme des opérations antiterroristes par l'ambassadeur russe à l'ONU. En janvier dernier, au Conseil de sécurité ici à New York, la Russie et la Chine ont voté contre un texte proposé par la France. Ce texte qui visait à obtenir une déclaration unie, une position commune du Conseil de sécurité à l'égard de la junte militaire au pouvoir au Mali. On peut donc s'attendre à des divisions aujourd'hui au sein du Conseil de sécurité. La Chine et la Russie devraient, comme à leur habitude, plaider pour le respect de la souveraineté au Mali, sans toutefois opposer leur veto au renouvellement des sanctions, selon un diplomate joint par France 24. Les Occidentaux, quant à eux, devraient se plaindre de la dégradation du climat sécuritaire au Mali, rappelant que 28 casques bleus de la MINUSMA sont tombés en 2021. Enfin, le représentant malien à l'ONU devrait faire part de ses accusations contre l'armée française soupçonnée d'espionnage au Mali, sans que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour de la réunion. Fanny Chauvin en direct depuis New York. Merci à vous pour ce compte rendu. Thiambel Gimbayara, je vais d'abord vous faire intervenir. Vous êtes en direct avec nous depuis Bamako. Comment est-ce que cette réunion du Conseil de sécurité est perçue dans la capitale malienne et par la junte plus précisément? Elle s'en préoccupe ou elle ne s'en inquiète absolument pas? Les autorités maliennes se préoccupent de cette réunion et l'attente de Bamako, c'est d'examiner cette plainte contre la France, qui est une plainte grave, qui est une accusation grave. La France devrait s'en défendre, bien sûr, par rapport à cette situation grave, parce que ce pays est en guerre quand même depuis 2012. En tout cas, c'est ce qu'on entend dans les rues de Bamako, c'est ce que se dit en lieu officiel et c'est ce qui s'entend. La préoccupation, ce n'est pas les sanctions, c'est peut-être aider ce gouvernement à un retour, à organiser des élections, à aller en avant. C'est plutôt à la France
de répondre à cette accusation qui est jugée très grave et gravissime à Bamako, dans les rues de la capitale malienne. Niagale Bagayoko, ces accusations qui visent la France, est-ce qu'on peut imaginer qu'elles viennent de la Russie ou en tous les cas de l'influence russe grandissante dans le pays, ou elles émanent directement de la junte au pouvoir? Moi, il me semble qu'il est extrêmement important de considérer les Maliens et les Africains plus largement comme des acteurs et de ne pas sans arrêt les voir comme manipulés tantôt par la Russie, tantôt par la France ou par leurs pairs d'Afrique de l'Ouest. Il y a aujourd'hui une approche à la fois patriote, nationaliste, que l'on retrouve aussi bien dans les rues de Bamako et parmi les élites actuellement au pouvoir. Et je pense que, en effet, au-delà des alliances qui ont été forgées, tantôt avec des partenaires franco-européens, désormais avec des partenaires russes, il est important de ne pas minimiser les logiques très nationales et très locales. Cela dit, bien entendu... Mais les Français ont dans tous les cas quitté le pays. Pourquoi continuer à alimenter ce conflit, ces tensions? Parce que, comme je le disais, il y a un écho dans l'opinion publique malienne qui considère que la situation sécuritaire s'est dégradée. Alors, selon certains regards, en raison d'une complicité de la France, à travers des accusations qui sont quand même très, très difficiles à démontrer. Et pour une autre partie de l'opinion publique, à travers une incapacité partagée par d'autres acteurs, comme la MINUSMA, j'imagine qu'on y reviendra, à absolument faire évoluer la situation sécuritaire dans un sens positif. Sidi Kaba, est-ce que cette dégradation de la sécurité dans les frontières maliennes, à l'intérieur du pays, mais plus largement dans la région, est-ce qu'elle n'est pas aussi due à cette prise du pouvoir par une junte au pouvoir? Oui, la junte au pouvoir, le fait qu'il y ait un pouvoir militaire est venu ajouter un élément politique à la complexité sécuritaire déjà. Il y a une double crise, il y a la crise sécuritaire qui était là, y compris lorsque le pouvoir était celui des IBK. Et à cette crise sécuritaire est venue s'ajouter la crise politique avec la rupture de l'ordre constitutionnel normal et les difficultés qu'il y a à conduire une transition démocratique avec un pouvoir qui devait à la fin permettre la tenue des élections qui étaient initialement prévues en février 2022. Et il y a eu en mai ce qu'on appelle le coup d'État dans le coup d'État, puisqu'il y a eu un premier coup d'État en août 2020, et puis en août 2021, il y a eu le coup d'État dans le coup d'État qui a permis au président Goïta de prendre la réalité du pouvoir, lui qui était vice-président en charge des questions sécuritaires. Donc, il y a une double crise, la crise sécuritaire et la crise politique. Et aujourd'hui, on avance sur le plan de la crise politique avec l'agenda qui a été publié par la junte, l'agenda des élections, mais la crise sécuritaire, elle ne s'est pas arrangée puisque, comme il a été dit, il y a une extension de la menace sur le plan sécuritaire à l'intérieur du Mali. On a vu aujourd'hui, récemment en tout cas, des zones, notamment au sud, qui n'étaient pas concernées, jusqu'à dans la région de Kay, de Koulikoro, autour de Bamako, oui, même, puisque Kati a été attaquée. Cette menace donc, qui a avancé... extension, et puis qui s'est étendue au-delà du Sahel, puisque... jusqu'au golfe de Guinée, jusqu'au golfe de Guinée, avec d'ailleurs le Ghana qui a subi sa dernière attaque après le Togo et le Bénin. Mais à mon avis, il faudra inscrire les accusations. Vous allez aller trop vite dans ce débat. On va revenir à la situation sécuritaire. Sur quand même. Allez-y, mais je voudrais qu'on se concentre d'abord sur la question des sanctions et ensuite exactement. on élargira à la question de la sécurité la question dans des toute la sanctions, région. je pense qu'on passerait à côté si on n'inscrit pas les accusations et les sanctions dans un contexte de la dégradation de la relation entre Paris et Bamako. D'accord, mais la CEDEAO, pourquoi la CEDEAO cet été a décidé de lever les sanctions qui avaient été imposées à la junte et à plusieurs personnalités d'ailleurs? La CEDEAO, qui était vivement critiquée dans l'opinion publique sahélienne pour son intransigeance envers le pouvoir de Bamako, a tenu compte du fait que la junte a publié un chronogramme, a publié un agenda qui permet d'avoir une meilleure visibilité. Et la CEDEAO a estimé... Donc pour des élections en février 2024. C'est ça, qu'on pouvait lever les sanctions tout en gardant la junte sous contrôle, voir comment les choses vont évoluer, parce que le chronogramme ne résout pas tout. Il y a... est-ce que les dirigeants de la transition vont participer ou non aux élections? Ce n'est pas clarifié. Il y a la question de la rédaction de la Constitution elle-même, qui ne semble pas avoir
obtenu un consensus national, puisque une commission a été mise en place pour rédiger une nouvelle constitution, mais et la CEDEAO a demandé au pouvoir de Bamako de créer un consensus politique pour que l'ensemble des acteurs politiques puissent participer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais comment être sûr, Niagale Bagayoko, que cette feuille de route soit respectée, que ces engagements soient respectés, que ce chronogramme soit honoré? Comme l'indique Seydi Kaba, il est tout à fait possible de respecter le chronogramme sans forcément satisfaire les exigences internationales qui, pour résumer, consistent à réclamer le retour des civils au pouvoir. Il y a notamment la possibilité pour certaines des autorités actuellement en poste dans la sphère exécutive de démissionner quelques mois avant la tenue de ces fameuses élections. Se pose la question du statut des membres du Conseil national de transition, y compris de celui qui le préside, le colonel Malick Diop. Donc, à mon avis, il ne faut pas uniquement se concentrer sur la question du respect du chronogramme, qui, à mon avis, pourra l'être, mais plus largement sur la question des comportements et des choix qui seront faits en termes de présence ou non dans le scrutin des différentes autorités actuelles. Thiambel Gimbayara, est-ce que cette demande de remise du pouvoir aux civils, est-ce qu'elle émane seulement de la communauté internationale vue de l'étranger ou est-ce que c'est aussi une demande de la population malienne? Non, il y a le cadre de concertation des partis politiques qui y travaillent. C'est un domaine privilégié des politiques, mais il y a aussi une opinion nationale qui est là, qui est assez regardante, qui souhaite que le toilettage soit complet, que l'agenda politique s'achève, qu'il y ait un agenda sécuritaire aussi à égal de souhait et que le Mali retourne sur la scène internationale dans des conditions idoines en faisant le toilettage nécessaire de ces textes et en reprenant parole pour que l'opinion soit soudée, le peuple malien soit soudé, uni, indivisible pour faire face à cette lutte contre le terrorisme, mais aussi à retourner sur la scène internationale. Mais ceci dit, cette opinion compte énormément et les autorités de la transition ne peuvent pas laisser de côté ou mettre en marche cette opinion qui pèse également autant sur les politiques que sur les autorités de la transition. Et l'opinion publique malienne a tant souffert de cette guerre, de l'embargo, de ces sanctions. Il me semble que ce n'est pas la bonne voie de continuer à sanctionner ce peuple qui n'a rien fait pour mériter cette situation. L'armée qui paye le prix fort de la lutte contre le terrorisme. Et le bilan, il faut le faire. On ne peut pas faire économie de cette intervention de la France aussi. Il faut s'incliner devant la mémoire de ceux qui sont tombés, français et maliens, bien sûr, voire même africains, sur le sol du Mali pour que le Mali recouvre son intégrité territoriale. Mais c'est une longue lutte, c'est une lutte de longue haleine. Et cette diversification des partenariats ne se fait pas également au détriment de l'Occident qui crie au garde. Mais maintenant, il faut une remise en cause complète par rapport à cette politique qui est préconisée. Nous avons un petit problème technique avec Thiambel Gimbayara. En attendant de vous retrouver. En tout cas, vous êtes toujours là. On va vous redonner la parole. Général Trinquant, la France a quitté, a été même chassée, en tout cas vivement invitée à quitter le terrain. Je vais vous redonner la parole dans un instant à Thiambel Gimbayara. J'ai interrogé le général Trinquant. La France, je le disais, a donc plié bagage. Elle a quitté le Mali. La MINUSMA est une autre force étrangère en présence. Elle est aussi priée de quitter le territoire. Il y a même d'ailleurs eu une date indiquée par un mouvement panafricaniste. On va y revenir tout à l'heure pour le 22 septembre prochain. Le Mali est en train d'essayer finalement de se fermer complètement, d'essayer de ne plus avoir de surveillance depuis l'étranger pour pouvoir agir. Quand je dis le Mali, je pense forcément à la junte au pouvoir. Oui, et c'est assez inquiétant. Alors les forces maliennes, depuis 2013, il faut rappeler que la France est intervenue à la demande des Maliens et que l'armée malienne à l'époque n'avait pas su résister aux djihadistes, mais l'armée malienne a beaucoup progressé depuis. Elle a été formée, elle a été équipée, donc elle a beaucoup progressé. Mais à l'époque, pendant ces années-là, elle a été soutenue par la France qui combattait avec les Maliens. Elle a été soutenue d'une certaine façon par le Mali et par la MINUSMA, pardon. Et aujourd'hui, elle souhaite à la fois que les Français sont partis, c'est le fait, puisque les Français ont quitté le 15 août. Ensuite, que la MINUSMA, de toute façon, aujourd'hui, a de telles entraves que probablement la MINUSMA elle-même décidera qu'elle ne peut pas rester.
À partir du moment où la liberté de mouvement n'est plus autorisée, où les droits de l'homme ne peuvent plus être observés, ça clôt un peu le débat de la MINUSMA. Le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, était là-bas au mois de juillet pour faire une évaluation, et une évaluation stratégique qui est faite actuellement pour être présentée au Conseil de sécurité. Donc ça veut dire que les Maliens, je rajoute, ont demandé à quitter le G5 Sahel. Donc ça veut dire que les Maliens se retrouvent seuls avec Wagner. Alors Wagner, pardonnez-moi, n'a pas fait preuve jusqu'à maintenant de sa très grande efficacité. Donc, moi, ça m'inquiète beaucoup pour le Mali. Mais il n'y a pas eu, depuis la présence de Wagner sur le territoire malien, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement dans la stratégie militaire des forces maliennes, des FAMA notamment? Est-ce qu'elles ne vont pas plus à l'offensive? Est-ce qu'il y a eu un changement de stratégie? Alors, elles vont à la fois plus à l'offensive de façon assez radicale. Il y a des villages qui ont été pris, où justement l'ONU est interdit d'aller pour enquêter. C'est pour ça que la MINUSMA a été priée de quitter certaines zones? Voilà, parce que y a probablement pas mal de civils qui ont été tués dans la région. Ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, c'était cité tout à l'heure. Attendez, quand le camp de Kati est attaqué par les djihadistes, c'est quasiment le pourtour de Bamako. On ne peut pas dire que Wagner a été très efficace dans ce domaine-là. Donc il y a eu un changement important, qui ne va pas dans le sens de l'efficacité et qui pose un certain nombre de problèmes. Les pays de la région, le Niger et le Burkina Faso, ont pris des options assez différentes et je leur souhaite de bien réussir dans les options qu'ils ont choisies. Vous voulez réagir, Niagale Bagayoko? Oui, je rejoins le général sur un certain nombre de points. Ce qui est important de dire, c'est que le Mali ne s'isole pas. Le Mali change d'alliance. C'est ça que l'on constate. Donc la Russie remplace la France. Mais pas uniquement. Par exemple, la Guinée, aujourd'hui, est un État qui est considéré comme très important dans les partenariats. La Mauritanie également, l'Algérie, le reste. Donc je pense qu'il est extrêmement important de regarder au-delà de ce tête-à-tête entre la France et la Russie. Pour ce qui est de l'efficacité opérationnelle de la Russie, il n'est absolument pas surprenant de constater les limites, pour dire le moins, de cette intervention. On s'aperçoit tout simplement que les acteurs internationaux ne disposent pas d'une compréhension, d'une connaissance suffisamment fine de la complexité de l'environnement sécuritaire local, et les Russes n'ont pas davantage de succès que les autres partenaires internationaux, et d'ailleurs que les États sahéliens qui font face à un adversaire particulièrement difficile à juguler. Et qui continue de se propager. Absolument. Je pense qu'il faut compléter en disant que la Russie bilatérale, parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame souvent entre Wagner et la Russie bilatérale, parce qu'il y a la Russie bilatérale et il y a Wagner. Alors comment vous les distinguez? Bien sûr, la Russie bilatérale, c'est une coopération ouverte entre un pays qui est le Mali et la Russie, la Fédération de Russie. Et historiquement, la Russie a été un allié de Bamako depuis Modibo Keïta, depuis l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais Wagner n'agit pas sans feu vert du Kremlin, on est d'accord. Il y a une confusion qui est entretenue volontairement entre Wagner et la Russie, on ne sait pas qui est qui. Mais non, c'est que Moscou refuse de reconnaître la présence de Wagner sur le sol malien. C'est les Maliens qui ne reconnaissent absolument pas la présence. Voilà, et c'est pas nouveau en Centrafrique aussi. Officiellement, on ne reconnaît pas la présence de Wagner puisque c'est un mercenariat et ça fait pas crédible pour un État de contracter les services d'une compagnie de mercenaires. Mais ce que je voulais simplement ajouter, c'est la coopération bilatérale avec la Russie a permis à Bamako d'acquérir un certain nombre d'avions, un certain nombre de MiG, un certain nombre de Sukhoi, qui ont facilité la mobilité des forces armées maliennes sur le plan opérationnel. C'est une valeur ajoutée indiscutable. Maintenant, ce qu'il faut regarder à côté de cet apport russe, c'est que effectivement, sur le terrain, le rapport de force n'a pas changé. La situation ne s'est pas du tout améliorée. Et donc, le départ de Barkhane, l'arrivée de la Russie et l'arrivée de Wagner n'a pas permis de changer, en tout cas sur le plan territorial et sur le plan même de l'efficacité. Pourquoi? Parce qu'ils sont concentrés sur autre chose. On est arrivé à une sorte de complexité même dans les opérations conduites par les djihadistes. On a vu exceptionnellement des djihadistes conduire 5 ou 6 attaques coordonnées en même temps sur le territoire malien. Ça, ce sont des faits nouveaux. À mon avis, on va y revenir sans doute.
la solution reste aussi dans la coopération sous-régionale avec les pays du G5 Sahel, avec les autres pays, et c'est peut-être vers ça qu'il faut aller. Alors, Général Trinquant, il y a un redéploiement des forces françaises au Niger. Est-ce qu'on sait à quoi cela va ressembler? Oui, bien sûr, parce que le Niger a pris la précaution, et je salue d'ailleurs la méthode qu'ils ont employée, de présenter ça au Parlement et d'obtenir un accord du Parlement. Le président du Niger l'a fait. Il y a une hostilité. Pardon? Ce que ne fait pas la France. Oui, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'on n'a pas de forces étrangères qui sont là en France pour lutter contre. Donc, le président du Niger, qui a passé un accord avec la France, l'a fait passer par le Parlement pour avoir un soutien sur ce sujet-là. Et le déploiement français change radicalement. D'abord en volume, à peu près la moitié, 2500 personnes. Ensuite, 5100 voilà. Ensuite, un soutien. Et d'ailleurs, je souligne que dans les dernières opérations, j'ai regardé dans les derniers 15 jours, il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été menées par le Niger sans soutien des forces françaises. C'est-à-dire que les forces françaises n'interviennent que si le Niger le demande. C'est-à-dire qu'elles font le choix d'être plus discrètes? Bien sûr, d'être plus discrètes et de fournir des moyens dont ne dispose pas directement le Niger. Des avions, des drones, des hélicoptères, quelques forces spéciales. Et donc, c'est lorsque le Niger le demande qu'à ce moment-là, la France interviendra au profit du Niger. Donc, je pense qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a un changement de visibilité évident, et puis un changement de méthode. Mais il faut rappeler que cette méthode arrive après 7 ans de coopération. Le Niger a recruté 10 000 hommes dans les 3 dernières années. Et ces 10 000 hommes, il a fallu les équiper, les entraîner. Et on considère, et souvenez-vous de la fin de l'opération Barkhane, c'était le sujet dans la zone des 3 frontières en particulier, qui était de dire, maintenant, ça n'est pas nous, les Français, qui sommes en avant, ce sont les Africains, et nous sommes en soutien, en accompagnement. C'était d'ailleurs l'objet de la force Takuba, la force européenne, d'accompagner les Africains. Donc il y a un changement de méthode évident. Et on va faire justement réagir. Vous êtes toujours avec nous, Thiambel Guimbayara. Vous vouliez réagir aux propos du général Trinquant? L'opération Barkhane s'est achevée, mais on n'a pas fait le bilan. On n'a pas tiré le bilan de l'intervention de la communauté internationale auprès du Mali. On ne peut pas prendre aussi les autorités actuelles et le peuple malien responsable d'une diversification de ses relations militaires avec d'autres pays. Et ici, on ne parle pas de Wagner du tout, on parle de coopération avec l'État russe, on parle d'équipe de l'armée et de montée de puissance de cette armée malienne, qui est une réalité en termes d'organisation et de cadrage du territoire. Mais le résultat est long aussi, tout comme avec la communauté internationale. Cependant, moi, je crois qu'il faut plutôt encourager les autorités maliennes, encourager le peuple malien, aider le peuple malien, prendre exemple sur la CEDEAO qui est revenue sur ces sanctions impopulaires et qui a observé, constaté que le peuple malien a payé le prix fort des crises pandémiques du Covid-19, de la situation générale, mondiale, économique mondiale. Thiambel Guimbayara, vous dites qu'il faut soutenir le peuple malien. Je vais citer le mouvement Yerewelo, qui se présente donc comme panafricaniste, qui a organisé des manifestations hostiles à la présence française, qui a aussi prié la MINUSMA de quitter le territoire malien avant le 22 septembre prochain. Donc dans quelle mesure il faut l'encourager, ce peuple malien qui manifestement ne veut pas d'aide étrangère? Il y a une opinion publique malienne qui est là. Yerewolo s'inscrit dans cette logique de refouler toute intervention et toute ingérence. C'est son droit le plus absolu. Mais ce n'est pas l'opinion exclusive au Mali. Il y a une autre opinion qui est là. Il y a bien sûr d'autres formations politiques qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, mais c'est le droit de Yerewolo qui mène ce combat-là, qui se bat pour cela. C'est une réalité. Et même cette montée en puissance dans l'opinion publique malienne de cette tendance de Yerewolo est due en partie au manque de résultats, est due en partie aux relations scabreuses entre la France et le Mali, est due en partie au fait que le président Macron ne fait que est omnibulé par le Mali, ne fait que citer le Mali partout où il passe, en Algérie et ailleurs. Il faut remettre en cause la politique française au Mali, remettre en cause l'intervention de l'opération de Serval jusqu'à Barkhane, tirer les leçons, et pour le Mali, et pour l'Afrique, pour une lutte efficace contre Sahel. Sidi Kaba. Oui, ce n'est pas ce qu'il faut dire. Je pense que, comme il a été dit, aujourd'hui, il y a une chape de plomb. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
qui fait que le débat interne au Mali, beaucoup de partis politiques et beaucoup d'intellectuels n'arrivent plus à s'exprimer librement. On a vu, par exemple, des figures de la lutte démocratique comme Dr Marico disparaître parce qu'il a tenu une opinion qui était divergente. Donc, je pense que la junte aussi, le pouvoir en place au Mali, rendrait service en favorisant la discussion. Il ne faut pas qu'il ait simplement la posture de ceux qui ne veulent plus d'aide et ce qui ne me paraît pas honnêtement très réaliste. Dire que le Mali peut se passer de l'aide étrangère ou de la coopération avec ses voisins, parce que les rapports avec le Mali sont difficiles, avec la CEDEAO sont difficiles, avec le Niger aussi, qui est son voisin, compte tenu des inimitiés qu'il y a entre la junte et le pouvoir de Niamey, etc. Mais tout ça ne participe pas de l'amélioration de la sécurité. Les enjeux, ce n'est plus les considérations subjectives, personnelles entre les pouvoirs maliens ou ça, mais ce dont les populations du Sahel ont besoin, c'est la sécurité pour pouvoir aller au champ, pour pouvoir aller au marché, surtout dans le contexte aujourd'hui de la crise ukrainienne qui a fait flamber les prix des denrées alimentaires. Ce dont les populations ont besoin, c'est la sécurité. Je pense que ça, c'est le principal enjeu et c'est ça qu'il faut construire au-delà des autres considérations. Niagali Bagayoko. Ce qui me semble important, en effet, au-delà du caractère de plus en plus autoritaire et des restrictions de liberté très graves qu'on constate aujourd'hui au Mali, c'est plus largement de concevoir la nouvelle stratégie au Sahel comme n'étant pas purement militaire. Et l'alliance avec les Russes apparaît toujours sous cet angle-là. Et ce qui me paraît intéressant aussi du côté du Niger, pour compléter ce qu'indiquait le général, c'est que la stratégie du président Bazoum est multidimensionnelle. Il ne faut pas oublier que le président Bazoum a engagé un dialogue aussi. Ouais. Et ce sera une question difficile, à mon avis, à résoudre pour la France, parce que le début de ces différends avec le Mali, non pas avec la junte, mais d'ores et déjà avec le président Ibeka, a précisément porté sur cette question du dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les partenaires internationaux, avec les groupes terroristes, avec les groupes terroristes, et y compris côté nigérien, ce qui n'était pas le cas au Mali, avec le plus sanguinaire d'entre eux, c'est-à-dire l'État islamique au Grand Sahara, qui a une approche beaucoup plus aveugle en termes d'attaque contre les civils que le groupe GSIM affilié à Al-Qaïda. Donc cette question de l'approche multidimensionnelle fondée à la fois sur le dialogue politique, mais on le voit aussi dans la région du lac Tchad, sur la question de l'amnistie d'un certain nombre de combattants, se pose aussi. Je pense que vraiment, d'une manière générale, il est nécessaire de sortir de ce prisme, de cette lecture beaucoup trop militarisée des solutions apportées au Sahel. Bien entendu, l'instrument militaire est nécessaire, mais il doit être mis au service d'une approche politique de la gestion de la crise. Général Trinquant, le militaire que vous êtes, vous êtes d'accord, le tout sécuritaire, ça ne fonctionne pas. Mais je suis d'abord tout à fait d'accord. Les approches ne peuvent être que multidimensionnelles. L'outil militaire n'est qu'une partie de ce sujet. Le Niger l'aborde bien, mais permettez-moi de dire que c'est le reproche qu'on faisait au Mali. C'est-à-dire que le Mali a refusé Barkhane après les coups qui étaient là, mais au départ, en fait, n'avait pas non plus une approche multidimensionnelle. Ce que reprochaient les militaires français quand ils étaient sur le terrain, ils disaient c'est très bien, on va combattre un mouvement djihadiste à un moment, on va les chasser, mais comme l'État ne revient pas, ben ils reviennent. Et nous, ça a servi à quoi? À rien. Donc, il y a cette approche, et depuis très longtemps, le problème de l'outil militaire, c'est qu'il est à la fois trop lourd, trop présent, on se concentre là-dessus et ça évite de regarder le reste des aspects. Et ça, les militaires qui sont sur le terrain le savent très bien. Et ils vous disent, quand ils vont dans un village, ben oui, mais où est le maître d'école, où est le préfet? C'est là que viendra la paix. Hein. Et pour revenir, alors moi je connais beaucoup moins bien que nos deux autres interlocuteurs, l'intérieur du Mali, de la politique malienne, j'entends, mais je suis toujours un petit peu choqué quand on me parle de l'opinion publique. Ça veut dire quoi, l'opinion publique? Ça veut dire quelques partis? Ça veut dire des manifestations sur une place à Bamako? Comment peut s'exprimer? Il n'y a plus de parlement élu, enfin je veux dire récemment élu, il n'y a plus vraiment de capacité, et vous le disiez, dans le dialogue, il y a un certain nombre de partis qui ont dit on n'y participera pas. Donc moi, je dis simplement
qu'est-ce que c'est que l'opinion publique? C'est une question que je pose, hein, je n'ai pas de réponse à apporter à ça. C'est-à-dire que vous faites sens avec les manifestations clairement hostiles aux présences françaises. On n'a pas vu de contre-manifestation, contre-mobilisation. C'est à ça que vous faites allusion notamment? Oui, moi, si vous voulez, les contre-manifestations, à Bamako, bon, il n'y en a pas eu. J'ai vu les soldats français qui quittaient les zones et dans lesquelles les populations étaient très tristes de les voir partir. C'est tout ce que je peux dire. Thiambel Guimbayara, vous vouliez réagir? Oui, réagir pour dire que le Mali, il ne faut pas se tromper là-dessus, est loin d'être un pays seul, parce que cette lutte du Mali aujourd'hui répond à une certaine opinion large, même au-delà du Mali. Qu'est-ce que c'est que l'opinion publique? C'est l'opinion qui fait pression sur les autorités, qui est assez regardante par rapport à la gestion des affaires du pays, qui demande de faire un bilan par rapport à une opération militaire, c'est aussi simple que ça, qui demande à tirer les leçons d'une lutte contre le terrorisme, qui demande plus de résultats sur le plan sécuritaire, de retour de l'administration plus de les populations dans leur quotidien, on les aide, on les assiste et on les accompagne. C'est normal. Je vois que même sous cette démocratie, ce n'est pas la même France qui a laissé tomber du bout de bras le président élu Ibrahim Boubacar Keïta qui devait terminer son mandat en 2023. Ce n'est pas la même France qui a éliminé Drukdel et qui a fait un mois avant de l'annoncer. Ce n'est pas la même France qui est intervenue, changer Serval de Takuba en passant à Barkhane jusqu'à Takuba sans associer les populations, sans associer le peuple malien. Et pourtant, cette France a été bien accueilli en libérateur, mais la finalité, elle est là. Il faut le reconnaître, il faut l'assumer, il faut maintenant partir sur de nouvelles bases, discuter d'égal à égal, poser l'intérêt général du Mali et non tirer Wagner ici et continuer à un croche-jambe des visites en Algérie pour incriminer le Mali. Le Mali n'est pas seul, le Mali avec l'Algérie, le Mali avec tous ces États qui veulent l'aider en respectant la dignité, l'intégrité du Mali et le peuple malien dans son choix. Et ça, c'est important. Même en démocratie, le choix du peuple, c'est le dernier choix. Non, moi, je crois qu'on a une fenêtre d'opportunité. Comme a dit Niagalé, aujourd'hui, la conviction qu'on a, c'est que le tout militaire et sécuritaire n'a pas donné autant de résultats qu'on a attendus. Et malheureusement, avec même l'arrivée de la Russie, de Wagner, tout ça, on reste dans le tout militaire. Maintenant, on a une fenêtre d'opportunité avec cette réarticulation de Barkhane, le retrait du Niger, pour asseoir un nouveau paradigme qui inclurait l'outil militaire et sécuritaire, mais qui inclurait aussi la question du développement, la question de la gouvernance, la question de la présence de l'État. Parce que quand on prend un phénomène comme l'endogénisation que l'on observe aujourd'hui, le fait que les fantassins comme les chefs de Katiba soient des locaux, soit des Maliens, soit des Nigériens, ce n'est pas une question qu'on peut combattre avec l'outil militaire seulement. Il faut le développement. La plupart des jeunes qui s'embarquent pour 100 000 francs, qui s'embarquent pour 150 000 francs, c'est parce qu'il y a un terreau favorable. Donc, il faut que la question du développement soit intégrée dans le nouveau paradigme. Et, à mon avis, on a une fenêtre d'opportunité. Si on ne sort pas du tout militaire et sécuritaire, on risque de se retrouver encore dans des années à faire le bilan d'une situation sécuritaire au Sahel qui ne s'est pas améliorée. Mais vous évoquez à l'instant cette responsabilité de l'État de miser aussi sur le social pour éviter que cette jeunesse, par exemple, n'aille finalement adhérer aux idées, à l'idéologie même de groupes djihadistes. Mais je reviens sur la MINUSMA qui a donc été appelée à quitter le territoire. Elle n'était peut-être pas utile dans la sécurisation du territoire, mais est-ce qu'elle n'a pas joué un rôle justement dans le développement socio-économique du pays et en ce sens, est-ce qu'elle n'a pas comblé une défaillance de l'État malien ? Malheureusement non, c'est-à-dire que là aussi, je pense que cette surfocalisation sur les succès limités voire les échecs de l'intervention militaire, fait qu'on ne se concentre pas sur les échecs qui malheureusement sont tout aussi patents des interventions civiles. Aujourd'hui, je pense qu'on se trouve face à un tournant avec des politiques de développement, des politiques d'ingénierie sociale et institutionnelle qui sont en échec de manière indéniable. Et il est très difficile de continuer à répondre à des acteurs qui, eux, développent justement non pas uniquement des approches tactiques militaires, mais par exemple une approche par le droit. C'est extrêmement intéressant ce qui se passe dans le centre du Mali où les groupes djihadistes administrent la justice à la place de l'État et recueillant dans un certain nombre de cas l'adhésion. De manière arbitraire, ça reste de manière violente, souvent, de manière arbitraire. En s'appuyant sur des textes de loi, par exemple ? Sur des textes de loi musulmans. Donc la charia.
Oui, mais est-ce que c'est perçu comme arbitraire par les populations? Pas nécessairement. La façon dont certaines Katiba, par exemple la Katiba du Massina, gèrent la répartition des ressources dans le delta du Niger, ça aussi c'est une façon de combattre l'État. Donc je pense qu'il faut aussi penser, réfléchir à des réponses face à ce type de tactiques qui sont extrêmement fines, qui permettent une insertion très profonde dans l'environnement social, plutôt que de se concentrer uniquement sur les différentes attaques, même si, bien entendu, il faut aussi y répondre. Alors, vous avez plaidé pour moins de sécuritaire, plus de dialogue, d'essayer d'instaurer en tout cas des échanges avec ces groupes. Est-ce qu'ils y sont disposés, tout d'abord? Ça dépend lesquels. Et surtout, la condition posée par ceux qui y sont disposés, en l'occurrence les groupes affiliés à Al-Qaïda, donc le GSIM, c'est le départ des troupes étrangères. Et on a très bien vu que la façon dont a été présentée la succession d'attaques qui ont eu lieu à la fois à Kati et dans le centre du Mali, par justement le GSIM, c'est de dire que c'était une réponse à l'intervention des Russes aux côtés des forces maliennes à Moura, où l'on accuse ces deux partenaires d'avoir commis un grand nombre d'exactions. Et le GSIM refusait également de dialoguer tant que les forces françaises et les forces onusiennes n'auraient pas quitté le territoire. Donc oui, ce sont des acteurs politiques qui ont leurs propres revendications avant d'arriver à la table des négociations. L'idée du dialogue, il faut le reconnaître, l'idée du dialogue a beaucoup évolué. Initialement, le pouvoir malien, celui de Ibeka, était celui qui voulait le dialogue et il y avait un malentendu sur la question avec la France, comme il a été si bien rappelé. Aujourd'hui, l'idée du dialogue a gagné le Niger, elle a même gagné le Burkina Faso. Au Burkina Faso aussi... Et le Tchad, j'aimerais qu'on y revienne tout à l'heure, en tout cas le dialogue inclusif. Ça, c'est un dialogue avec les politiques, ce n'est pas le dialogue avec les djihadistes. C'est ça la différence. Mais le dialogue avec les groupes djihadistes a un peu évolué. Le Niger, le président Bazoum a assumé l'idée de faire le dialogue. Au Burkina Faso aussi, le dialogue. Donc, il y a une évolution de l'idée elle-même. Maintenant, c'est sa mise en œuvre aussi à laquelle il faut réfléchir. Avec qui il faut discuter, comment il faut discuter. D'un pays à un autre, la réflexion n'est pas la même. Le Burkina, par exemple, veut que ce soit les leaders religieux, les chefs de groupe qui discutent avec les djihadistes, alors que au Niger, par exemple, l'État, le président Bazoum a dit qu'on a permis la libération d'un certain nombre de personnes qui étaient détenues à la prison de haute sécurité de Koutoukale pour qu'elles puissent devenir des intermédiaires. Donc, l'idée a beaucoup avancé, elle est devenue de minoritaire, elle a beaucoup avancé. Il y a 3 pays aujourd'hui qui sont les plus concernés en réalité dans le G5 Sahel. C'est le Niger, le Burkina et le Mali qui sont les plus concernés par la question sécuritaire. C'est vrai que le Tchad et la Mauritanie font partie du G5, mais ils sont moins véritablement affectés. Donc cette idée de dialogue ayant évolué, il faut maintenant réfléchir à la façon de la faire et il faut savoir quel type de concession on peut faire. Il est important de voir qu'il y a déjà dans certains villages du Mali que des populations elles-mêmes ont commencé à faire des accords locaux avec des groupes djihadistes. Il faut éviter que cela se propage. Et il faut donc encadrer ce dialogue-là en essayant de réfléchir pour éviter justement que des accords locaux comme ça puissent se développer et sans qu'on puisse avoir un véritable contrôle là-dessus. Vous vouliez intervenir, Général Trinquant? Oui, non, simplement dire que le dialogue et la délimination de avec qui on discute et qui on combat, c'est un peu la responsabilité des États quand même. Hein. Donc c'est leur responsabilité. Et je le répète, comme le disait très bien Niagalé tout à l'heure, le développement de ces États islamiques, si vous voulez, dans les différentes régions, existe pourquoi? Parce que l'État est absent. Et qu'il faut que l'État vienne, passe des accords, voit comment ça peut être géré, mais c'est de sa responsabilité. Et c'est son absence qui crée la nature à horreur du vide, qui crée cette possibilité pour des mouvements radicaux, brutaux parfois, de se développer dans ces régions-là. Juste un point simplement sur la visite du président Macron en Algérie. Je voudrais rappeler que le président Macron, son intérêt premier, lui, c'est la sécurité de la France et que le dialogue avec l'Algérie en fait partie. Voilà, c'est tout. Niagalé Bagayoko, oui. Ce dialogue... Moi, pour revenir un mot par rapport au dialogue... Allez-y. Tiens, Belguim Bayara, vous avez la parole. On a quand même constaté le rôle du Haut Conseil islamique au centre du pays à un certain moment donné. Ce n'est pas plutôt des accords locaux entre groupuscules, c'est une pédagogie
pour déradicaliser, parce qu'on ne peut pas quand même éliminer physiquement tous ces jeunes gens qui se sont retrouvés de l'autre côté de la barre. De toutes les façons, il y a des irréductibles parmi il n'y a aucune ici qui n'est que l'élimination. Mais on a également constaté que l'élimination, le décapitage, qui était la stratégie française jusque-là, n'a pas fait recette en la matière, n'a pas permis d'éradiquer. Et surtout, le péché originel qui est d'empêcher l'armée malienne d'entrer à Kidal a conduit à cette catastrophe-là et a alimenté encore davantage ce sentiment anti-français. On a un certain temps prêché un mandat robuste de l'ONU, de la MINUSMA au Mali pour pouvoir élever un peu l'accompagnement, la résistance, la lutte contre le terrorisme. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, cette diversification avec la Russie qui entame même une action coordonnée du Mali au mois de novembre prochain avec l'Algérie. Et le Mali aussi défend ses intérêts avec l'Algérie. Et je rappelle au général Trinquant que c'est le Mali qui a servi de base arrière à l'Algérie pour se libérer et que le président algérien a même vécu à Gao et il a eu un accompagnement des populations maliennes. Et ce lien de sang, l'Algérie est aussi réductrice du Mali que de la France. Ce n'est pas le problème des relations franco-algériennes, mais c'est plutôt aussi non-naissance de la nation malienne à travers ce rapprochement et même cette commission mixte militaire qui se profile à l'horizon au mois de novembre prochain entre l'Algérie et le Mali. On précise que l'Algérie, lorsque le président Macron était sur place et qu'il a donné sa conférence aux côtés du président Tebboune, lorsqu'Emmanuel Macron a parlé de la nécessité de lutter contre l'impérialisme russe, le président Tebboune a acquiescé. Oui, en fait, je pense que toute intelligence, tout accord entre la France et l'Algérie pourrait profiter au Mali. L'Algérie est un acteur important de la question malienne. Par exemple, lorsqu'il y a eu cet excès de tension entre la France et l'Algérie et que l'Algérie a interdit aux avions militaires français de survoler son territoire, ça a impacté les choses. Si la France et l'Algérie peuvent travailler ensemble pour avancer la question de la sécurité au Mali, pourquoi pas? On a pu savoir qu'à l'occasion de ce déplacement, lors de la réunion qu'il y a eu entre les chefs d'état-major français, le président Tebboune et le président Macron, plus le patron des services de renseignement, la question du Sahel a été abordée. Il est incontestable, à mon avis, de considérer l'Algérie comme un acteur important. Si, au lieu de la rivalité entre la France et l'Algérie, on peut construire une synergie au profit du Sahel, ce serait une bonne chose. Mais plus généralement, je pense que quel que soit le partenaire des États sahéliens ou africains, plus largement, il doit concevoir la relation bilatérale dans le cadre de partenariats élargis. Aujourd'hui, c'est vraiment la tendance que l'on constate chez toutes les élites, quelles qu'elles soient. On parlait du Niger. Aujourd'hui, le président Bazoum a des alliés comme la Turquie, par exemple. La Russie est un partenaire extrêmement important en termes d'équipement de l'armée nigérienne également. Et je pense que le temps est révolu où se nouer des partenariats privilégiés qui relevaient du tête-à-tête, quel qu'il soit. Et je pense que ce qui va être un peu novateur dans les diplomaties des années à venir va être la façon dont les États vont réussir à s'imposer dans le cadre de ces partenariats qui seront choisis par les États africains qui, indéniablement, veulent les diversifier. Merci beaucoup et ce sera le mot de la fin si s'achève ce débat. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Niagale Bagayoko, Sedi Kaba, Dominique Trinquant et puis Tiambel Gimbayara en direct depuis Bamako. Merci à tous. Restez avec nous sur France 24, l'information continue.